Bonsoir à toutes et à tous. Une sortie médiatique qui aura suscité plusieurs réactions au sein de la classe politique béninoise que du citoyen lambda. Dimanche dernier, Jean-Baptiste Elias a été reçu sur notre antenne. À cette occasion, le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption a fait de graves révélations sur les dernières élections législatives. Selon les propos de Jean-Baptiste Elias, les partis proches du président de la République ne serait pas aussi blanc que ça. Plusieurs irrégularités sont contenues dans leur dossier dans le cadre des dernières législatives et face à cette déclaration ou à cette déclaration, deux députés proches du pouvoir ont réagi. Il s'agit du député Ablaye Gounou et de son collègue Ordena Ladati. Pour ce dernier, Ordena Ladati, les faits dénoncés par Jean-Baptiste Elias sont déjà du passé. Il faut aller de l'avant. Et pour l'honorable Gounou, il s'agit d'intoxication. Alors, Saturnin, dessous, lorsque vous entendez ces réponses après toutes ces révélations du président de l'ANLC, quel sentiment vous anime? Ce sont les premières qu'on aurait entendues officiellement venant des gens de la savane et de l'écurie, comme vous les appellerez, parce qu'ils étaient ceux-là qui étaient au banc des accusés, que la Sénat a déclaré conforme aux critères devant permettre de valider qui va aux législatives et qui ne va pas aux législatives. Donc depuis dimanche que Jean-Baptiste Elias s'est passé sur nos antennes, il était attendu des réactions. Mais on n'en a pas eu jusqu'à ce que le journal Fraternité trouve la méthode d'arracher quelques avis, quelques impressions de ces députés. C'est heureux de savoir que quelqu'un comme Ordena Ladati, par exemple, continue de suivre Soleil FM parce qu'il nous donne de ces nouvelles. Ce n'était pas évident, vu ses prises de position vis-à-vis de la radio. Et on irait dans le fond, je vous dirai ce que je pense par rapport au propos de chacun. Gabin Azama, avec les révélations et les réactions des partis de la mouvance qui ont suivi, est-ce qu'on peut déjà conclure que la mouvance présidentielle vient de recevoir un coup de massue? Non, je pense que ce que nous avons entendu de Jean-Baptiste Elias par rapport à ces élections et à la Sénat, c'est ce que beaucoup de Béninois ont déjà eu à dire, seulement que lui, il est allé dans d'autres détails qui, ici, ont amené les gens de la mouvance à sortir pour se prononcer, même si par le passé on ne les entendait pas, ils ont réagi à ça. Et je crois que les réactions qu'on a eues par rapport aux déclarations de Jean-Baptiste Elias, ce sont des réactions de mon point de vue pour détourner le regard des Béninois du problème réel qui se pose, parce que c'est un peu comme si on est en train de banaliser la situation, parce que le député Ordena Ladati estime par exemple que c'est déjà du passé. Or, nous sommes encore là, on n'a pas fini de régler la situation, le problème est là, l'opposition observe et attend de voir une solution pérenne à la situation, mais lui il estime que tout est déjà vidé, nous ne sommes pas encore dans ce cas de figure, et donc pour moi il a juste fait une sortie, une déclaration pour essayer donc de banaliser un peu ce cas de Jean-Baptiste Elias, et quand ça vient de Jean-Baptiste Elias, de sa position, je crois qu'il n'est pas question de traiter ses propos de cette manière. C'est une fuite en avant de mon point de vue, et là-dessus ne sont pas encore sortis de l'auberge comme on dit. Il y a encore le mal qui est là et qu'il faut essayer donc de vider. Mais ça fait partie de ces rares déclarations. Saturnin le rappelait tout à l'heure, beaucoup n'ont pas réagi face sinon je veux parler des membres de cette mouvance présidentielle-là, ils n'ont pas réagi par rapport à ces déclarations jusqu'à ce que le député Ordena Ladati et l'honorable Gounou puissent donc faire cette sortie-là et dire peu de choses par rapport à tout ce qui a été dit. Est-ce que cela ne paraît quand même pas oui, peu de choses. Vous allez constater qu'on n'a pas effectivement grand-chose à dire, parce que quand Jean-Baptiste a parlé, il a cité des noms, par exemple, de députés. Mais je me tonne de savoir que c'est Ordena Ladati qui répond au nom de ces députés qu'on a énormément cités et qui ont présenté des dossiers truffés d'erreurs ou de fautes. Donc pourquoi c'est lui qui prend la défense? Ces députés auraient pu, par eux-mêmes, réagir aussitôt après cette émission pour clarifier, mais ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est parce que ces personnes n'ont pas les arguments pour contrer Jean-Baptiste Elias? Je ne le sais pas, mais de toutes les manières, ici, par rapport à cette déclaration aussi grave,
je crois qu'on n'a pas encore la réponse qu'il faut de la part de la mouvance présidentielle, de mon point de vue. Et donc, nous sommes encore dans le dilatoire et c'est un peu comme si on s'amuse. Vigile Avancé, vous étiez sur le plateau, vous avez reçu Jean-Baptiste Elias aujourd'hui. Il y a des réactions après cette émission-là. Est-ce que ces réactions que nous avons aujourd'hui sont à la hauteur de ce que l'invité disait le dimanche dernier sur l'émission? Je vous réponds tout de suite, pas du tout, parce que pour faire référence à la réponse, n'est-ce pas, de Orden Aladati qui dit que c'est trop vieux, il faut avancer. Qu'il faut avancer. C'est pour moi un aveu. C'est oui, confirmer que oui, ce qu'il a dit c'est réel, mais bon, il faut passer un coup de chiffon là-dessus, il faut avancer. Ce qui n'est pas du tout sérieux, ce qui, pour moi, fait porter désormais ce fanion de la honte à cette Assemblée nationale. Parce que, moi, je vais vous donner juste un exemple. Un exemple, ce député-là, qui n'a pas ou qui peut-être a oublié, n'est-ce pas, de signer sa déclaration de candidature. Tout de même, le code dit quoi? Le code dit par rapport à cela qu'il faut rejeter. C'est-à-dire on aurait appliqué le code qui serait resté seulement un parti en lice. Et un parti en lice, un parti n'irait pas aux élections. Rien que cet exemple. Vous savez bien ce que je dis? Je suis ce que vous Parce dites. que un papier non signé, comme il l'a dit, est un tract. Le député aujourd'hui peut dire non, mais je n'ai jamais été candidat. Ça n'a jamais été pas ma volonté. Comme on a vu le PRD et puis Boel Bénin. Tout à fait. Voilà, le gars dit non, moi je ne suis pas signé pour tel parti, j'ai signé plutôt pour tel autre. Donc rien que ça. Il est clair qu'il y a de problèmes. Et donc Ablaye Gounou, lui, il dit que non, que si quelqu'un est né comment il a appelé Kouandé, quelqu'un est né à Kérou, que ce n'est pas sa faute. Mais ça existe, hein, je crois. Le dernier découpage du genre, c'était en 78. Et si vous prenez, j'ai donné ce matin l'exemple des communes d'Avrancourt, Adiara, consort. Pour les communes d'Avrancourt et d'Adiara, par exemple, à l'époque, il était installé la maternité donc, de la région à Adiara. Et donc, tous ceux qui sont nés avant 78 étaient nés à Adiara. C'est-à-dire, les femmes d'Avrancourt allaient accoucher à Adiara, par exemple. Oui. Et les enfants qui sont nés en cette période-là, c'était Adiara. Ce n'est pas parce qu'on a fait le découpage par la suite que les enfants qui étaient nés à Adiara, on va désormais dire que non, c'est Avrancourt. Ça n'a aucun sens, ça ne change pas ça. Ça ne change pas. Et donc ça n'a pas de sens non plus, mais aucun des arguments n'a de poids par rapport à ce qui a été dit. À ce qui a été dit au poids des accusations. Donc pour moi, on devrait tirer les conséquences. Et si les acteurs, les intéressés eux-mêmes ne tirent pas les conséquences, ceux-là qui ont été floués devraient activer les choses, les mécanismes pour pouvoir faire tirer les conséquences de mon point de vue. Saturnin Diossou, Vigile Avancé a déjà commencé l'exercice. Abordons désormais le contenu, les déclarations de ces deux députés. Il y a, je cite, le député Orden Aladati qui dit « Nous avons connu une crise électorale avec tous les éléments de contenu. En son temps, les protagonistes se sont expliqués. On ne peut pas revenir agiter les mêmes choses alors que nous travaillons à cicatriser les plaies, apprenons à évoluer et à aller de l'avant. » Et lorsque vous entendez ça, il y a Vigile Avancé qui disait tout à l'heure que c'est déjà un aveu, mais il y a le député du bloc républicain, Ablaye Gounou, qui parle d'intoxication. Non, il n'a pas dit que c'est une intoxication. Moi, je ne pense pas avoir vu quelque part les extraits que moi j'ai de Ablaye Gounou. Je pourrais les lire. Les collègues dont il parle ne peuvent pas de leur propre chef modifier leur lieu de naissance. C'est l'administration qui l'avait fait à des moments donnés pour des raisons spécifiques en tenant compte de l'évolution du découpage territorial. Par rapport au quitus fiscal, c'est la plus belle mesure que la 7e législature ait pu introduire dans le droit positif béninois. Il n'y a pas eu de deux poids, deux mesures. Certains parmi nous avaient renoué avec la candidature. Moi, j'ai bataillé dur. Pourquoi Jean-Baptiste Elias a attendu 5 mois pour venir parler? Cette déclaration relève du dilatoire. Bon, oui, il y a eu finalement de l'intoxication. Tout à fait. En quoi Jean-Baptiste Elias a intoxiqué? C'est la première question que moi je poserais à Ablaye Gounou.
Nulle part il n'a dit que c'est faux ce que Jean-Baptiste Elias a eu à dire. Je l'ai dit sur titre en débat, je crois, cette semaine, déjà je crois lundi, que nous n'avons peut-être pas fait attention à l'époque. Mais le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, lui-même avait déjà révélé ses faits au lendemain de la validation des dossiers par la Cour constitutionnelle. Mais pas aussi en détail que ça. Il est allé dans les détails. Je vais vous renvoyer aux archives, vous allez l'écouter. Le cas du député Nyombo, il en a parlé. Il n'a pas parlé de tous les cas. Moi, il n'a pas abordé tous les cas. Et il avait plus grave. Allez-y, moi, il n'a pas abordé tous les cas. Quand j'ai écouté d'autres aspects, d'autres cas que Jean-Baptiste Elias a évoqués. Mais la plupart des cas, Manuel Tiando a eu à les évoquer pour dire, bon, telle personne est née à tel endroit et exactement il a eu le même développement concernant le découpage territorial. À l'époque, c'était dans telle commune et après, c'est à tel endroit et tout ça. Emmanuel Tiando avait, d'une manière ou d'une autre, étalé tout ça. Et a dit ce pourquoi on a retenu des fautes qui sont déclarées fautes majeures et d'autres qu'on a laissé passer parce que c'est des fautes mineures. Pour lui, plusieurs lieux de naissance, c'est mineur. Plusieurs dates de naissance, c'est mineur. Les fautes qui ont été communes à tous les partis, en tout cas dans les dossiers, ont été étudiées. On a essayé de les laisser de côté pour évoluer. Donc, Jean-Baptiste Elias n'a pas menti. Il n'a pas fait dans de l'intoxication. Autrement que la Sénat sorte pour dire que chacun des cas évoqués par Jean-Baptiste Elias, ces cas-là sont faux. Parce que c'est contraire à ce qui lui a été transmis, c'est contraire à ce qu'il a remarqué, à ce qu'elle a remarqué la Sénat dans l'étude des dossiers. Donc, intoxication, je vois un politicien qui veut se sauver la face, et vous savez que c'est des mots qu'on utilise souvent quand on n'a pas d'argument. Il fait de l'intoxication, il est dans de l'intoxication. Il est dans du dilatoire. Il est dans du dilatoire, sans qu'on ait du concret à opposer à l'autre. Il a dit que telle personne a telle date de naissance sur tel document, et a telle autre date de naissance sur tel document, la même personne. Quand la personne est dans l'intoxication, vous dites que c'est faux. Et vous sortez des éléments. Si vous n'en avez pas, vous vous taisez et vous continuez votre chemin simplement. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argument, qui est en train de se défendre. Et est-ce que Jean-Baptiste Elias a dit que le quitus fiscal n'est pas une bonne mesure qu'on a eu à introduire dans notre arsenal juridique? Nulle part, Jean-Baptiste Elias n'a dit que c'est une mauvaise mesure. Jean-Baptiste Elias a juste dit qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Parce qu'il y a des gens qui ont réclamé leur quitus, qui ne l'ont pas eu. Alors que d'autres en ont réclamé et ont eu. Et a même dit que le directeur général des impôts, qui a été appelé, a répondu à une des questions. Et a rempli la fiche, a mis son nom. Non, c'est une seule question. Son nom. Il a rempli la seule question qui demandait son nom, sa qualité. La suite, il est parti. Si le directeur général des impôts, qui est dans la manœuvre, disons les choses, détale, c'est pas Abdoulaye Gounou, député à l'Assemblée nationale, qui a eu son quitus fiscal, qui viendra nous dire que c'est faux parce qu'il n'en sait absolument rien. L'autre a eu des cas, il a appelé des noms. Il a appelé le nom de Komi Kouché, il a appelé Valentin, Agasso, Dianotin, et puis Flavien, juste et Ouansou. Voilà. Oui. Il a appelé des noms avec précision. Il a dit jusqu'ici le directeur général des impôts n'est pas. Alors, il a un quatrième aussi. De quoi parle Abdoulaye Gounou? Moi, je me pose encore la question. Pour en revenir à Ordonne Aladati, moi je suis content qu'Ordonne Aladati utilise l'expression plaie et parle de cicatrisation. Parce que jusque-là, on ne l'avait pas entendu, il n'y avait rien eu. Il n'y a rien eu, tout était normal et on évoluait. Si aujourd'hui Ordonne Aladati parle de plaie, qu'il y a eu plaie, je m'en réjouis au finish, qu'il ait reconnu tout ce qui s'est passé, que nous étions dans de l'irrégularité et qu'il y a eu un forcing. Parce qu'il fait partie de ceux qui à l'Assemblée nationale faisaient les ténors, les défenseurs du régime, de ce que le régime faisait. C'est lui aujourd'hui qui nous parle de plaie, de cicatrisation, donc d'évoluer, de ne pas chercher à remuer le couteau dans la plaie. Oui, c'est un peu ça. Quand vous allez au pansement, quand vous avez une plaie, vous allez à l'hôpital, on veut vous soigner, mais on met de la matière pour enlever tout ce qui est pourri, tout ce qui pourrait gangréner la plaie. Et là, ça fait mal. C'est ce que Jean-Baptiste Elias est arrivé à faire. Qu'Ordonne Aladati et tous les autres membres concernés en souffrent et puissent reconnaître que dans leur rang, il y a eu des gens qui ont présenté des dossiers qui étaient irréguliers, mais qu'on a dû valider dans quelle méthode, selon quelle méthode, on nous l'expliquera ou bien si... Il parle du temps qui sépare les déclarations du président de l'ANLC avec les faits. Les faits se sont déroulés le 28 avril dernier. Est-ce qu'on n'en a pas dénoncé à l'époque? On en a dénoncé. La différence ou l'une des différences aujourd'hui, c'est que la voix qui porte ces faits, qui revient sur ces faits, est une voix qui a toujours été prise pour neutre.
En tout temps, quand on en parlait, si c'est Soleil FM, c'est des gens de l'opposition. Si c'est d'autres partis de l'opposition qui en parlent, eux, ils sont aigris, ils ne veulent pas se conformer aux tests, ils ne veulent pas qu'on respecte les tests. Le président de la République lui-même a apporté ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une structure qui lutte contre la corruption, qui fait de la neutralité jusqu'ici, à qui on accorde de crédit à chaque fois qu'il sort, en parle, vous voyez, il n'y a personne en face pour dire que c'est faux. On a juste dit, évoluons. On a volé, oui. On a accepté que c'était mauvais, que c'était de l'irrégularité. Mais oublions ça et continuons. C'est en résumé ce que les autres disent. Oui, Vigile Avancé, vous voulez apporter quelques précisions entre-temps? Non, la précision fondamentale de mon point de vue que Jean-Baptiste Elias a apporté dimanche, c'est concernant les quitus fiscaux, parce que il a démontré qu'il a été littéralement organisé que certains acteurs, n'est-ce pas, ne puissent pas être en possession de cette pièce-là, donc ne puissent pas ne puissent pas se présenter aux législatives. Ce qui, de mon point de vue, revient complètement en contradiction avec la sainteté des propos du chef de l'État, lui qui se demandait mais quelle tête il aurait si c'est lui qui permettait, n'est-ce pas, que l'opposition ne respecte pas la loi. Mais mon Dieu, il est révélé du moins aujourd'hui que, eh bien, tout ça a été littéralement organisé. Quel culot un directeur, un fonctionnaire, n'est-ce pas, puisse avoir de résister à ce point-là, d'organiser lui-même que des acteurs ne puissent pas avoir cette pièce pour pouvoir se présenter aux élections. Quel culot? Où est-ce qu'il a pu avoir ce culot-là? Et vous l'avez demandé sur le plateau, quel est l'intérêt du DGI à empêcher un acteur politique à avoir son quitus? Exactement. Et donc, comme dirait l'autre, suivez mon regard. Suivez mon regard. Donc, tout cela aujourd'hui, pour moi, si ça se révèle, oh, quelle mouche a pu piquer donc Jean-Baptiste Elias, s'il a pu dire ça, je pense que le chef de l'État devait conséquemment, n'est-ce pas, présenter ses excuses, demander pardon même aux Béninois, et puis en tirer les conséquences. Parce que je lui conseille qu'il a pu être ignorant de tout ça, il a pu ne pas savoir qu'il avait autant de manœuvres autour de lui. Je vous dis, mais je reviens encore à cette déclaration non signée. Vous êtes d'accord, vous convenez avec moi que cela a été évoqué déjà. Mais on ne peut pas prendre ça comme une faute mineure. Une déclaration non signée, c'est comme si quiconque a pu rédiger ça en lieu et place de l'intéressé. Donc, le dossier n'était pas acceptable, ne devrait pas être accepté. Et ce n'est pas une irrégularité, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4. Ça veut dire qu'il avait des problèmes sur toutes les listes et que toutes les listes devaient être rejetées au même titre. Et si ça ne l'a pas été, oui, c'est que cela ne relève que d'une volonté délibérée, n'est-ce pas, de priver l'opposition de cette législative. Et on ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'est fini, c'est du passé, et tout le reste, qu'il parle, je ne sais pas combien de mois après. Ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible. De mon point de vue, lorsque on sait que on parle de plaie pensée, non, on n'a pensé aucune plaie. Le chef de l'État a dit dialogue, ou non, il n'a pas dit dialogue. En plus, les acteurs jouent sur les mots. Il n'y a pas crise, il n'y a pas dialogue en perspective, c'est normal. Mais aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a des plaies qu'il faut penser. Mais une plaie, ce n'est pas agréable, tout au moins. Ce n'est pas agréable. Donc voilà, on en vient là. Ce n'est pas tard de mon point de vue, pas du tout. Alors, Gabriel Azoma, il faut apprendre à évoluer, il faut aller de l'avant d'ici Orden à la date. Est-ce que vous pensez que par rapport à tout ce qui s'est passé, il faut véritablement avancer, oublier tout ça? Oui, avancer suppose qu'on s'arrête pour voir le problème en face. Il a parlé de plaie, mais pour que la plaie se cicatrise, il faut passer par la procédure normale. Il faut penser la plaie de la plus belle des manières. Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore pris l'initiative de penser la plaie parce que elle est là, elle est béante, mais on rôde autour, on observe et on attend que ça pourrisse davantage pour que les choses dégénèrent. C'est ce que moi je constate. Donc quand il dit qu'on va évoluer sans pour autant dire ce qu'on va faire concrètement, moi je pense que c'est un peu comme s'il est dans le dilatoire. Et donc aujourd'hui, pour moi, Jean-Baptiste Elias est venu exposer clairement la situation. Si déjà le député Orden Aladatine reconnaît qu'il y a une plaie qui est là, donc je crois que ce qu'il y a à faire, c'est de travailler à penser la plaie. Cette déclaration de Jean-Baptiste Elias devait être
exploité à bon escient par le régime et ses laudateurs pour que nous puissions avancer si effectivement ils veulent qu'on avance. Donc si on demande que ce Parlement qui est là, qui est illégitime, soit dissous et qu'on en arrive à s'offrir un autre Parlement, ce n'est pas encore trop demandé. Donc c'est aussi une manière d'avancer de mon point de vue et c'est à ça qu'on devait travailler parce que on ne peut pas avoir des gens qui nous représentent et qui n'ont pas été véritablement élus par la procédure adéquate. Donc aujourd'hui, des gens qui sont au Parlement et qui n'ont pas l'adhésion de la masse populaire ne peuvent pas continuer à représenter un peuple. Et jusqu'à présent, vous avez vu qu'ils sont là, mais par rapport à tout ce qui est question orale qu'on doit poser au gouvernement, rien de tout ça. Donc on ne sait même pas comment ça fonctionne dans ce Parlement. C'est un peu comme si c'est une boîte qu'on a installée simplement et qui ne sert à rien de mon point de vue. Donc aujourd'hui, le mal est là. Et donc, si on va avancer, je crois que Orden Aladati et ses amis doivent avoir le courage de s'arrêter, de dire la vérité à qui de droit pour qu'on puisse, une fois pour toutes, sortir de cette situation. Parce que jusque-là, on a vu l'opposition qui avait pris position par rapport donc à tout ce qu'on lui demandait et qui n'a pas voulu accéder aux injonctions du ministre de l'Intérieur. Et donc, quand on voit tout ça, je crois qu'on doit pouvoir un jour s'arrêter pour dire nous allons aller dans la direction qui doit pouvoir arranger tout le peuple parce que les Béninois jusqu'ici sont encore affectés par ces élections qui ont été organisées sans l'opposition. Et donc, si on ne fait rien et que nous avons encore des élections en perspective, c'est un peu comme si on veut en rajouter parce que on va organiser les élections de proximité sans l'opposition une fois de plus. Et là, franchement, ça ne sera pas bien pour la démocratie qui a perdu son souffle et qui, aujourd'hui, a besoin d'être réveillée une fois de plus parce que là, si on doit continuer dans cette lancée-là, c'est un peu comme si finalement on va nous dire que nous ne sommes plus dans un régime démocratique parce que on ne sera pas surpris de voir des élections qui vont s'annoncer sans que l'opposition ne soit de la partie parce que là, les partis traditionnels de l'opposition, les grands partis aujourd'hui n'ont pas encore une existence légale et donc face à tout ça, donc si on dit que nous voulons avancer, il faut qu'on règle ce problème-là et qu'on avance véritablement aussi. Gilles Larancet, je reviens à vous. Qu'est-ce que vous auriez aimé véritablement après une telle sortie de Jean-Baptiste Elias de la part des acteurs de la mouvance, qu'ils sortent avec les preuves pour démentir Jean-Baptiste Elias? Évidemment, oui, ça aurait dû être ça, mais Jean-Baptiste Elias a averti, hein. Il dit qu'il a encore des cartouches, à envoyer, il attend que ces réactions. Ce n'est pas sûr que ces réactions, comme on en connaît là, parler d'intoxication sans pouvoir démontrer l'intoxication, c'est pas ça qui va le faire réagir. Mais oui, sinon, je pense qu'il devait réagir. Et le chef de l'État, rien que pour son honneur, de mon point de vue, pour avoir engagé sa parole, s'être engagé à ce point dans le processus, n'est-ce pas, avoir montré son sérieux, je crois qu'il devrait nous dire quelque chose par rapport à tout cela. Tout au moins, en ce moment, il serait en train de faire ses investigations, s'il n'était pas au courant, s'il ne savait rien de tout cela, et ça m'étonnerait. Il serait en train de faire ses investigations et peut-être se donnerait alors le temps de pouvoir parler. Quand Orden Aladati dit que bon, c'est trop loin, c'est passé, mais qu'est-ce qu'on fait des communales à venir? Quel est la Sénat qui va organiser cela? Et quel acteur, est-ce que les acteurs de l'opposition sont suffisamment en confiance aujourd'hui pour pouvoir aller à ces élections-là? Est-ce que le PRD est sûr que ce qui lui est arrivé, parce qu'on dira, eux au moins ils ont leur certificat de conformité, tout comme Mouel Bénin, tout comme FCDB. Est-ce qu'ils sont à même de faire confiance, n'est-ce pas, à Emmanuel Tiando et au 4 août? Est-ce qu'on s'en est sorti là déjà pour qu'on nous dise que non, c'est trop loin, qu'on ne peut pas en parler? Au contraire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant où on continue avec le chaos et sans savoir ce que ça peut générer. Donc pour moi, non, c'est maintenant que le plus dur commence. Et moi, je ne sais pas, hein, tous ceux qui regardent l'élément sur YouTube, par exemple, mais à ce jour, il a déjà près de 18 000 vues. Et à l'international, vous pouvez imaginer que c'est une preuve apportée, hein, gratuitement à l'opposition de ce que, eh bien,
ce qui était dit à l'époque et qui était rejeté, balayé de revers de main à Abuja, je peux faire référence là au sommet de la CEDEAO et consorts, que c'était la vérité, rien que de la pure vérité, malheureusement. Alors, Saturnin Diosso, vous attendez ou vous espérez aussi une sortie du chef de l'État pour réagir par rapport à cette situation ou la réaction d'autres acteurs de la mouvance? Moi, je n'attends aucune sortie du président de la République. Vous savez, les deux partis qui ont été autorisés à aller aux élections législatives, de qui répondent ces partis. C'est un objectif qui a été atteint. Le président de la République, alors candidat, quand il faisait le débat de l'entre-deux-tours, avait dit clairement que empêcher la compétition fait partie des méthodes pour avancer, pour être réélu. Et on peut choisir ses adversaires d'une manière ou d'une autre. Et on le disait déjà sur ce plateau bien avant que ce qui était en train d'être mis en place, c'est parce qu'on veut choisir ses adversaires. Quand on a constaté que dans ce qui se fait à l'Assemblée nationale, comme la loi sur le code électoral, on commençait par réduire, au-delà de cette loi, la délivrance de certaines pièces à des autorités qui sont administratives, qui sont sous contrôle du pouvoir exécutif, pour parler du directeur général des impôts et de son adjoint, qui sont les seules personnes devant signer des quitus qu'on va reconnaître comme étant valables. Il y avait déjà des intentions qui étaient affichées. Si on fait des deux, la guérite par laquelle les quitus devront prendre part avant de sortir, on a la possibilité de retarder la sortie d'un quitus, de livrer les quitus qu'on veut livrer, de garder d'autres quand qu'on ne souhaite pas garder. Et Dieu même sait que dans cette période, quand les dossiers étaient préparés, quelles étaient les difficultés de ces personnes qui voulaient aller aux élections législatives à avoir ces pièces qui sont incontournables dans le dépôt des dossiers. Un autre niveau, c'est le ministère de l'Intérieur qui devrait délivrer des pièces. Le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, vous savez de qui il répond, inutile de le dire. La Cour constitutionnelle a sorti un document qui n'existait pas dans le code, le certificat de conformité qu'il fallait trouver. Raison pour le ministre de l'Intérieur de bander les muscles comme on dirait, pour également compliquer la tâche aux adversaires qui veulent y aller. Ça n'a pas raté. Des partis n'ont pas obtenu le certificat de mise en conformité pour des arguments qui ont été évoqués. Certains n'ont pas obtenu des quitus fiscaux pour des arguments que on cherche toujours à comprendre, puisque Jean-Baptiste Elias lui-même ne les avait pas. Quand on a évolué dans cet environnement, attendre que le chef de l'exécutif, qui est le patron de tous ceux-là, qui d'une manière ou d'une autre ont constitué, ont fait des crocs en jambes aux adversaires, qu'ils désavouent ceux-là qui l'ont servi, ceux-là qui ont été utilisés pour atteindre l'objectif. Moi, je ne m'attends pas à ça. Et ceux de la mouvance, ça a été clair jusqu'ici. On sait comment ça fonctionne. Si dans la déclaration de Jean-Baptiste Elias, il y avait du faux, vous le verrez déjà, vous verrez toute la communication qui serait organisée autour. Mais c'est une honte qu'ils sont en train de boire depuis. Des gens qui avaient pris par ce plateau, cette même émission par le passé, qui invitaient les adversaires, qui les montraient comme étant des personnes qui ne veulent pas respecter la législation en cours, qui ne veulent pas respecter les tests, qui ne veulent pas se conformer à la règle. Le président de la République qui les a appelés au palais, les partis politiques qui étaient en difficulté dans des échanges qui les présentaient toujours comme des gens qui veulent de lui qu'il mette en parenthèse la loi, qu'il mette en parenthèse la législation pour les favoriser et qu'il légalise les journaux en non titrés à l'époque pour montrer que oui, fini la pagaille, alors que la pagaille était là dans les rangs. La pagaille était dans son salon, était dans sa chambre à coucher. La pagaille, c'était au sein de ceux-là même qui sont présentés comme des personnes qui méritaient d'aller au Parlement, et que ce masque tombe. Je ne m'attends absolument à aucune sortie du président de la République. Il a atteint son objectif. Les législatives se sont tenues avec les partis qui répondent de lui. Il a la quasi-totalité des sièges à l'Assemblée nationale pour évoluer dans la quasi, vous faites quelle souscription? Disons les choses comme ça. Bon, la totalité. Pour continuer. Donc, il a atteint son objectif simplement. Je ne vais pas demander à ce que lui-même remette en cause ce qu'il a refusé de remettre en cause jusqu'ici. Le reste, c'est d'interpeller la responsabilité de chacun. Moi, je l'ai toujours dit. Le jour-là, il disait, quand Emmanuel Tiando défendait ou disait, bon, ça c'est faute majeure, ça c'est faute mineure. Je demande, est-ce qu'il appartenait à la Commission électorale nationale autonome d'apprécier les fautes? Parce qu'on sait, vous avez des écarts sur vos actes d'état civil, on sait là où on va. C'est au tribunal qu'on va. Il n'appartient pas à Emmanuel Tiando
de chercher à expliquer aux Béninois. Mais c'est pourquoi il a accepté le dossier de tel autre, d'expliquer que c'est parce qu'il y a eu découpage administratif. C'est pas à lui d'apprécier. Je ne vous arrête pas, mais pour les mêmes fautes, il y a des dossiers qui ont été rejetés déjà au niveau du ministère de l'Intérieur. On vous dira que c'est deux structures différentes. Le ministère de l'Intérieur, c'est le gouvernement. La Sénat est autonome. Donc la Sénat le ministère de l'Intérieur a donc apprécié également, trouver des fautes mineures, des fautes majeures, empêcher certains. Et puis au niveau de la Sénat, on a donc réétudié les dossiers pour déceler ces fautes-là encore. Et c'est l'exemple même quand on est dans de l'opinion. Ce qui vous paraît grave peut ne pas l'être pour moi. Ce qui paraissait grave au ministre de l'Intérieur pour qu'il refuse d'accepter certains dossiers, certaines pièces, est moins grave pour le président de la Sénat pour qu'il laisse passer des documents qui ne remplissent pas presque les mêmes conditions afin que ceux-là qui ont déposé les documents aillent aux élections. Donc pour moi, je suis clair là-dessus jusqu'à ce qu'on nous démontre le contraire. Il n'appartenait pas à la Sénat de dire que parce que Louis Châtinéou a présenté des pièces d'état civil et qu'on a remarqué des différences de date de naissance, on va interpréter à notre niveau et dire que ben oui, c'est Louis Châtinéou, il est vraiment titulaire de ces pièces. On renvoie les gens au tribunal. Vous prenez ce qu'on appelle certificat d'individualité. C'est la justice qui met les vrais visages sur... Et puis si on n'a pas ce temps-là, on rejette tout. Et je peux vous dire que la décision était prise à un moment donné de tout rejeter. La décision était de tout rejeter. Et les acteurs de la Sénat, les travailleurs de la Sénat ont été surpris, n'est-ce pas, qu'à la fin, qu'on dise que ce sont... C'est comme ce que Jean-Baptiste Elias disait. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas voix au pupitre, mais qui sont des techniciens qui sont là, qui apprécient ce que vous faites. Vous ne pouvez pas admettre ces pièces-là. Quelqu'un qui n'a pas signé sa déclaration de candidature. C'est clair dans le code électoral, comme Virgile l'a dit. Vous l'acceptez au nom de quoi? Parce que vous êtes président de la Sénat. Et je l'ai aussi dit, mais la vice-présidente de la Sénat est quand même magistrat. Il pouvait dire qu'il ne nous appartient pas d'apprécier. J'écoutais le président de la Sénat essayer de se justifier à l'époque pour dire c'est secret de délibération, c'est comme si on allait à l'examen et puis on se réunissait pour dire est-ce qu'il faut racheter 8, 30 ou 9 ou 9, quelque chose comme ça pour le paraphraser. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes cas. Si vous êtes candidat à un examen et vous allez dans le centre de composition à votre place, vous présentez une pièce d'identité et on constate qu'on a même du doute, votre photo est floue, il n'y a pas à tergiverser là à propos. Si on constate que la signature que vous mettez sur les documents, c'est vraisemblablement, ce n'est pas exactement ce qui est sur votre pièce votre pièce d'identité, on vous sort. Mais la Sénat n'a pas fait ça. La Sénat a dit, bon, il y a différence, mais c'est le riche. On peut le concéder. Il n'appartient pas à la Sénat de faire ça. De faire ce travail-là, oui. Vous savez, nous parlons trop. Nous parlons trop. On connaît les acteurs qui sont à la Sénat. Les 5 commissaires, comme on les appelle, on les connaît. Ce ne sont pas des gens à qui on peut dénier le bon sens. Ils connaissent chaque appartenance politique, ils connaissent. Donc, ça a été fait délibérément. Pour moi, on parle pour rien. On parle pour rien. Ils savaient que le Bloc républicain et l'Union progressiste, ce sont les partis proche du chef de l'État, pour ne pas dire que c'est le parti du chef de l'État. Et pour avoir eu ce tableau-là, en toute liberté, en toute conscience, et pour l'intérêt supérieur du pays, comme on dit, pour la paix, ce que le bon sens recommande, c'est la décision qu'ils ont prise au premier abord, à savoir rejeter toutes les listes. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de compétition dans ce cas-là, que de laisser l'intérêt. Et si les choses ont tourné pour que ça se passe ainsi à la fin, c'est qu'ils l'ont fait délibérément et donc toutes les élucubrations pour moi ne nous sortent pas d'affaire. Est-ce qu'il a quelque chose à faire? S'il n'a rien à faire, je pense que la crise va continuer à s'intensifier parce que là, bientôt, il y a les communales et plus grave, il y a la présidentielle. Vous imaginez que les Béninois acceptent, n'est-ce pas, aller aux élections, que les acteurs qui ont été floués ainsi, donc acceptent aller aux élections avec une liste actualisée, réactualisée, avec les mêmes illégitimes en griffe.
Vous concédez ça? Ça, on ne fait que s'empêtrer dans la crise de mon point de vue. Mais si c'est l'option qu'on a faite, eh bien... Je vous reviens tout à l'heure pour vous poser alors la question. Alors, Gabé Azoman, voilà la situation concernant, ou parlant donc de ces irrégularités. On a vu le PRD, sinon un membre proche entre-temps du PRD qui a exhibé des preuves au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la question qui lui a été posée, c'est où avez-vous trouvé ces preuves-là, ou toutes ces preuves-là? Alors, lorsque vous êtes dans un contexte comme ça, et que Jean-Baptiste Elias revient pour faire ces déclarations, confirmer ce qui a été entre-temps dit par les membres du PRD, est-ce que vous ne voyez pas que la lenteur dans la réaction, c'est parce qu'ils savent finalement que de l'autre côté de la Cour constitutionnelle, ils ont le soutien du président ou des membres, des sages de la Cour. Ils savent également que le chef de l'État est de leur côté et par conséquent, rien ne peut bouger, qu'ils sont aujourd'hui calmes, tranquilles dans leur position. Oui, actuellement, ils auront du mal à vouloir que nous allions dans un sens contraire à ce qu'ils ont choisi, parce que tout a été fait justement pour qu'on en arrive là où nous sommes actuellement. Donc, c'est un peu comme si on leur demande de ravaler leur vomissure, ça sera difficile. Et donc, finalement, ils se complaisent dans ça, et puis ils soutiennent et ils demandent qu'on avance. Finalement, je me demande si un jour on va pouvoir avoir le chef de l'État qui va décider par lui-même de prendre des dispositions pour qu'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale et qu'on revienne à la normale. Ça sera... Vous parlez encore de dissolution de l'Assemblée nationale? Oui, mais écoutez, on a exposé clairement que des gens sont allés au Parlement avec des dossiers qui ne sont pas vérifiés, qui ne sont pas des vrais dossiers. Mais si vous allez au bac et que vous avez un faux dossier, vous ne pouvez pas postuler, vous ne serez pas candidat. Mais c'est arrivé pour des gens qui veulent représenter un peuple. Et donc, finalement, aujourd'hui, on ne devait plus chercher à lésiner sur les énergies pour dissoudre ce Parlement. Mais là, on se demande si éventuellement le chef de l'État va accéder à cette requête, justement parce que l'opposition également est dans cette logique-là. On ne peut pas continuer par avoir un Parlement qui n'est pas légitime. Et donc, moi, je crois que nous avons encore le verre qui est dans le fruit, et si on n'en arrive pas à solutionner cela, c'est que finalement, pour les prochaines élections, on aura quand même du pain sur la planche, parce que vous allez avoir des communales avec des maires qui seront élus, qui seront donc de deux partis politiques qui sont pour la cause du chef de l'État. Et puis finalement, on va continuer à décrire les mêmes situations. Moi, je crois que là, nous sommes face à une situation délicate, et aujourd'hui, il est important que le plus haut, le chef de l'État, qui est le premier des Béninois, puisse prendre ses responsabilités, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il n'y a que lui aujourd'hui pour dire: arrêtons de la récréation, mettons un terme à cette situation, retrouvons donc toutes les filles et filles tout le monde, pour qu'on puisse réagir ou parler de la même voix pour essayer de trouver la solution qu'il faut à cette situation qui s'oppose, parce que sans cela, ben, écoutez, on va toujours continuer à faire le même discours, le même débat, mais on ne va pas évoluer. Et donc, pour moi, ce Parlement, si on doit continuer à l'avoir, c'est qu'on ne va pas évoluer dans cette crise qui prévaut actuellement. Et pour l'instant, moi, j'ai du mal également à comprendre pourquoi l'opposition n'a plus de réaction concrète par rapport à ça, parce que la sortie de Jean-Baptiste Elias devait, de mon point de vue, donner plus d'énergie à l'opposition, qui devait réagir et continuer le combat pour qu'on puisse rétablir l'ordre constitutionnel, parce que là, on est tombé dans la violation de la Constitution. On ne peut pas installer un Parlement qui n'a pas l'adhésion populaire. Ça ne se passe pas dans une république qui se dit démocratique de mon point de vue. Et donc, pour l'instant, il n'y a que le chef de l'État, en tout cas, qui puisse en tout cas dénouer la situation pour qu'on puisse sortir de ce bourbier qui ne fait que durer de mon point de vue. Saturnin Diossou, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut reprendre les élections, comme le disait tout à l'heure, ou dissoudre l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire, ou continuer dans cette logique? Et si on continuait dans cette dynamique-là, qu'est-ce qui pourrait également arriver? Les élections se sont tenues. La Sénat a proclamé ce qu'elle doit proclamer. La Cour constitutionnelle a pris le relais, à valider ces élections-là. Et c'est de cette onction-là que ceux qui ont été élus, ils se prévalent pour dire que c'est désormais irréversible. Mais est-ce qu'on évalue l'étendue des dégâts
des gens que vous avez évincés hier. Mais ça ne s'est pas passé sans grabuge. Il y a eu des soulèvements, il y a eu des tirs à balles réelles, il y a eu des morts. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce que défendaient ceux-là qui ont été tués, ceux-ci sur qui on a tiré, c'est vrai. Vous vous rendez compte que tout ce qu'il y a eu comme dénonciation depuis jusqu'ici, ce n'était pas de dénonciations calomnieuses. Parce qu'il y a une voix quand même qu'on reconnaît à chaque fois qu'elle évoque un dossier, qui en parle et qui met au défi, qui cite des noms. On reconnaît tout ça. Je ne sais pas quelle est la porte de sortie qu'il faudra trouver. L'humilité aurait recommandé qu'on fasse profil bas, tout au moins. Qu'à défaut de dire, bon, remettons en cause tout ça, que ces mêmes partis qu'on a frustrés, qu'on a écartés, qui sont toujours là et qui refusent de s'inscrire dans certaines logiques du gouvernement, d'appliquer des mesures que n'autorise aucun texte, qui sont fermes, qui disent nous voulons rester dans la légalité, en gardant profil bas, tout au moins les appeler pour dire, bon, la consolation peut-être, s'il faut l'appeler ainsi, c'est de vous demander, c'est de vous accorder ce que vous êtes en train de chercher depuis. Leur donner tout au moins le certificat ou le récépissé. Tout au moins. Parce que ne pas le faire et conduire le peuple béninois aux portes d'autres élections dans les mêmes conditions, c'est autant d'éléments, autant de situations qui pourraient faire que ce qu'on ne souhaite, ce qu'on a déploré de par le passé pourrait revenir et qui le souhaitent. Mais donner les récépissés et laisser cette commission électorale nationale autonome là, les membres là, est-ce que le problème ne reste pas intact? Il y a un problème de confiance qui se pose déjà. Il y a certains partis qui avaient réclamé la démission des membres de la commission électorale nationale autonome. Tous ces éléments apportent de l'eau à leur moulin, comme on le dirait. Quel est le schéma que la Sénat trouvera pour rassurer ces partis politiques, surtout de l'opposition, qui viendraient déposer leur dossier? Si entre-temps ils acceptaient de dire, bon, tournons la page des législatives et continuons. Quel est le schéma que la Sénat trouvera pour rester crédible à leurs yeux? Ça va être difficile. La confiance, comme on le dirait, quand quelqu'un qui a confiance en vous n'a plus confiance en vous, il lui est difficile de se comporter comme si de rien n'avait été, alors qu'on a traversé ces situations-là. Il ne fallait pas franchir ce pas, nous l'avons franchi, et je crois que tout le monde doit pouvoir réfléchir pour qu'on trouve une solution commune et pour qu'on s'en sorte. Il faut trouver une solution commune pour qu'on s'en sorte. Vigile Awansé, pour conclure. Ah oui, il faut faire quelque chose. Si ce n'est pas vrai tout ce que Jean-Baptiste a dit ici, eh bien, il faut lui appliquer le tarif de la loi. C'est aussi clair que ça. En quoi faisant? Ah, mais il faut lui appliquer la loi. Ça, c'est une tentative de soulèvement du peuple. Non, tout au moins, c'est cela. Et donc... et s'il a dit la vérité? C'est ce que je dis. S'il a dit la vérité, c'est qu'il n'aura rien. Et s'il n'a rien, c'est que... Eh bien... c'est la honte. C'est l'inadmissible. Et on ne sait pas... Est-ce que les acteurs hier floués vont continuer à accepter d'être floués, même s'ils ont continué, ou si on arrive à leur en imposer par la force? Est-ce que ça durera? On n'en sait rien. Donc pour moi, ce n'est pas du tout élégant. Et je dis encore une fois, c'est... Bon, moi j'attendrai, parce que tout au moins, je ne sais pas si ce dialogue-là reste toujours d'actualité, celui initié par... le chef de l'État? Non, le chef de l'État a dit que lui, il ne dialogue pas. Il ne cause pas avec les partis qui ne sont pas légalement constitués. Donc, voilà. De son côté, tout s'est arrêté depuis que les partis de l'opposition sont allés au ministère de l'Intérieur et n'ont pas obtenu, n'est-ce pas, le récépissé. Je parlais plutôt du clergé catholique. Le clergé catholique, ça, par exemple, c'est un élément qu'ils doivent aller chercher cette émission, décrypter et inviter, s'ils ne l'avaient pas encore fait, inviter Jean-Baptiste Elias, d'écouter, lui qui est venu avec une pile, n'est-ce pas, de documents, de preuves, et avoir un peu de moi, je pense que si on ne résout pas très bien cette crise post-électorale, eh bien, on sème pour les élections à venir, les communales et la présidentielle. Merci beaucoup à vous, Vigile Awansé. Merci également à Gabin Azoman. Merci à vous, Saturnin Djassou. C'est la fin de cette émission mise en onde par
Ghislain Gwangwa, bonne soirée à vous. Le journal, c'est dans quelques secondes.